patriotes, rejoins le parti sans culotte. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyen. C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai fait qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et comme tous les lundis, le grand plaisir de retrouver notre duo Aurélie Gros et Stéphane Pellet du G500. Bonsoir Aurélie, bonsoir Stéphane. Philippe David. Vous allez bien ? Super. Quelles sont les dernières nouvelles du G500 ? Je crois qu'il y en a beaucoup, toujours plus d'associations. Ça grandit. Ça grandit et beaucoup de réunions en perspective, un tour de France des initiatives avec la première étape, l'étape santé, hyper importante, première préoccupation des Français qui a lieu le 9 novembre à Lille. Et on peut s'inscrire pour venir participer à la création et à l'écriture de la nouvelle loi, la future loi de programmation santé qui sera proposée à nos décideurs. Et puis vous savez que toutes ces initiatives ont une nouvelle marque ombrelle, un lieu de ralliement. Vu la météo, c'est plutôt parapluie ombrelle. Parapluie, une marque parapluie. Idéal-citoyen avec un S. Donc en fait ça donne www.idéal-citoyen avec un S.fr. Et là, vous trouvez toutes les informations et toutes les autres étapes qu'on n'a pas eu le temps de vous détailler aujourd'hui. On reviendra peut-être. Vous reviendrez déjà lundi prochain, à coup sûr, et les lundis suivants. Il y a tellement de choses à faire. Il y a beaucoup de choses. Handicap. Et ce soir, évidemment. On va en parler d'ailleurs. Allez, au sommaire ce soir, selon les derniers chiffres communiqués par le ministère de l'Éducation nationale, 490 000 enfants en situation de handicap iront à l'école cette année. Le ministère affirme que 3 000 AESH supplémentaires ont été recrutés pour cette rentrée. Même si de plus en plus d'enfants en situation de handicap sont accueillis à l'école, les difficultés persistent. Selon une étude dans l'Eure, 27% d'entre eux ont accès à moins de 6 heures de cours hebdomadaires, un chiffre qui monte à 40% dans l'Hérault et à 50% dans la Sarthe. Katia Dayan, fondatrice des Papillons de Jour, est avec nous pour en parler. Plus qu'un coup de gueule, ce soir, un appel à la mobilisation. Paul Watson, militant écologiste, défenseur des baleines et fondateur de l'ONG Sea Shepherd, est incarcéré au Danemark et attend sa possible extradition au Japon. La mobilisation ne faiblit pas aux quatre coins du monde pour réclamer au Danemark la libération de Paul Watson. Lamia SM Lali, présidente de Sea Shepherd France, sera avec nous. Enfin, près de 11% des 16-25 ans réalisent un service civique. Créé par la loi du 10 mars 2010, le service civique propose à des jeunes âgés de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans, pour les jeunes en situation de handicap, de s'engager dans une mission d'intérêt général auprès d'associations ou d'institutions publiques. Ce dispositif a pris une place croissante dans les politiques de jeunesse. Entre 2018 et 2023, chaque année, plus de 80 000 jeunes ont commencé une mission, soit 4 fois de plus qu'en 2014. À nos côtés, pour en parler, nous avons la chance d'avoir les pionniers en France de cette démarche. Je parle évidemment de Unicité, avec Nathalie Hannet, directrice générale d'Unicité, Lohan Rom, ambassadrice d'Unicité, ancien volontaire, et Erwan Mosso, ambassadeur d'Unicité et ancien volontaire. Allez, on commence. Aurélie Gros, on va parler d'un triste chiffre. Et peut-être on peut écouter un petit son juste avant. C'est le mois où les enfants retournent en classe et où parfois ils pleurent pour ne pas y aller. Mais dans beaucoup de maisons, derrière des fenêtres, restent des enfants qui rêvent d'aller à l'école. Ces enfants sont enfermés dans une prison. Aurélie Gros. Eh oui, ça c'était en 1961, ce sont les archives de l'INA. Je crois que personne n'était né dans ce plateau, non, ou presque. Non, personne, non, évidemment que personne n'était né. Et il se trouve qu'aujourd'hui, effectivement, la situation s'améliore, on peut dire qu'elle s'améliore par rapport aux années précédentes, mais elle reste encore très très compliquée, puisque par exemple en Loire-Atlantique, plus de 900 élèves attendent d'être pris en charge dans un institut médico-éducatif. Et cette question, en fin de compte, d'accompagnement, d'inclusion des enfants handicapés dans le milieu scolaire est quand même une question qui travaille beaucoup de parents, qui travaille évidemment beaucoup d'enfants et aussi beaucoup de personnes engagées. C'est pour ça qu'on est ravis d'avoir à nos côtés aujourd'hui Katia Dayan, qui est la fondatrice des Papillons de Jour, qui est une agence de communication qui emploie ces jeunes qui sortiront de l'école, parce qu'elle emploie plus de 80% de personnes en situation de handicap. Alors Katia, merci d'être avec nous ce soir. Merci, bonsoir Aurélie. Alors bonsoir en 2024, on en est où ?
Oh là là, constat 2024. Alors oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis 1961. Évidemment, et c'est normal que les choses évoluent. Hein. Sauf qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants restent à la maison. Beaucoup d'enfants partent sur le chemin de l'école et on leur dit au dernier moment, donc on forme des enfants pour aller à l'école, hein, parce que c'est normal, on fait la rentrée scolaire, on a 6 ans, on rentre en CP, et vous avez les écoles qui vous disent, nous n'avons pas d'AESH, nous ne pouvons pas les accueillir, alors qu'il faut savoir que l'État a mis en place une loi qui dit que quand on a une classe Ulysse dans une école, on a des subventions d'État pour justement embaucher des personnes, des AESH, des AVS aussi. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Oui, mais pourquoi ? Alors pourquoi il n'y a pas de... Je pense que les écoles ne jouent pas le jeu. Ah, vous pensez que c'est les écoles qui ne jouent pas le jeu ? Les écoles, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une loi qui dit aujourd'hui en France, on a débloqué des budgets. On a débloqué des budgets pour des écoles aussi semi-privées, et j'en connais. Et j'en connais beaucoup. Hein. Je viens d'avoir aussi une école semi-privée aujourd'hui dans le 19e arrondissement qui a voulu mettre dehors un enfant de 6 ans en disant simplement à la maman, voilà, il faut le mettre dans un Uber, on peut pas le garder, on n'a pas de AESH, et c'est la maîtresse de la classe qui doit s'occuper de la classe d'Ulysse où on va. Alors Katia, d'ailleurs, une question. Quel est le profil des gens qu'on recrute comme AESH ? Ce sont des personnes qui ont des formations spécialisées. C'est assistant aux élèves en situation de handicap, hein, tout c'est à ça. fait, pour les accompagner, pour les encadrer, pour les aider aussi et les structurer dans une classe, ce qu'on appelle ordinaire. Normal. Une formation de 60 heures, exactement. Et c'est une formation exactement, Stéphane, c'est une formation de 60 heures. Donc elles sont formées, ils sont formés pour ça. Où sont-ils ? Pourquoi n'en avons-nous pas plus ? Moi, je suis en colère aujourd'hui parce que les enfants, c'est des enfants. On ne devrait pas en 2024. Alors oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place. Mais quand on voit aujourd'hui les Jeux Olympiques, les Paralympiques, tout ce qu'on a fait, on a nettoyé la Seine, on a fait venir des stars, on a réussi les Jeux Olympiques, etc. Comment ? On n'arrive pas aujourd'hui en 2024 à la rentrée à accueillir tous les enfants, c'est pas Stéphane possible. Pellet. Mais une question, Katia, justement, pour que les choses avancent, qu'est-ce que vous proposez-vous de faire ? Parce que je suis sûr que vous avez des idées, notamment des idées de prise de conscience, parce que je pense que ça marche toujours comme ça. Vous avez raison de le dire, il n'y a pas assez d'AESH, mais il y a eu des transformations, une nouvelle filière a été créée, etc., etc. Comment on peut faire pour que la prise de conscience aille encore plus loin ? Alors malheureusement, déjà on peut pas toujours taper sur l'État parce que l'État a mis en place des choses et surtout a débloqué des budgets. Moi je pense que ça vient des écoles. On devrait avoir plus de contrôle dans les écoles. Dans les écoles déjà qui ont des classes Ulysse, quand elles ont des classes Ulysse automatiques. Expliquez ce qu'est une classe Ulysse. Une classe Ulysse est une classe spécialisée pour accueillir des personnes, des enfants en situation de handicap, quel que soit l'âge. Et c'est tout type de handicap, physique, mental, etc. Absolument. D'accord. Ce sont des classes spécialisées où vous avez des AESH, vous avez aussi des AVS. Tout dépend de la classe Ulysse, tout dépend de l'âge de l'enfant et de la section dans laquelle il est. Mais oui, automatiquement, quand une école déclare qu'elle a 1 ou 2 classes Ulysse, voire 3 classes Ulysse, elle touche des subventions d'État pour embaucher des AESH et non pas pour demander à la maîtresse d'une classe de faire classe aussi dans les classes Ulysse. C'est pas possible. Et vous sentez une inégalité en fonction des territoires ou c'est sur l'ensemble de la France ? Oui, je sens une inégalité entre certains territoires, mais moi je pense que c'est qu'une question de volonté dans les écoles, avec les directeurs ou directrices d'école. Bien sûr qu'il y a des écoles qui jouent le jeu, tout va bien, mais combien il y en a qui ne le font pas ? Parce que ce serait trop facile. Si aujourd'hui je suis directrice d'une école et que je ne reçois pas mes subventions, eh bien, j'écris aux personnes concernées. Et je dis, j'ai pas les moyens de les payer. Voilà. Et je dis, je n'ai pas les moyens de les payer. C'est aussi simple que ça. Et peut-être que c'est la question aussi du handicap qui n'a pas forcément été une des premières priorités de tous les gouvernements, hein, puisque là, dans le dernier gouvernement, ça y est, on va avoir un secrétaire d'État, mais à la première nomination, il n'y en avait quand même pas. Donc, oui, c'est rageant quand même une idée de ce qu'on a envie de porter comme idée. C'est super énervant. Qu'est-ce qui va aujourd'hui, la France, c'est quoi ? C'est nos enfants, c'est vous. C'est nos enfants, c'est nos petits-enfants, enfin, c'est l'avenir de la France, les enfants. Tous les enfants doivent être scolarisés en France. Tous. Tous. C'est une obligation. C'est une obligation. Une obligation. Et il y a la promesse gouvernementale d'une école encore plus inclusive.
Si je peux rajouter juste un petit truc, je sais qu'on Bien est sûr. timé, c'est que Claire Non, mais Hédon vous n'avez pas fini, il faut faire une pub. Mais allez-y. Elle veut pas de la pub, Katia. Je suis désolée. Pour financer les Allez-y, écoles. allez-y. Que Claire Hédon a dit que oui, le service public n'est pas à la hauteur de l'engagement garanti par les textes de loi. Oui, c'est vrai. Il faut des contrôles. Il faut en faire. La défenseuse des droits, Oui, c'est important. Claire Hédon. Absolument. On continue à en parler de ce problème pour les enfants en situation de handicap qui n'ont pas d'AESH pour s'occuper d'eux en ce début d'année scolaire, on peut le dire, parce que ça a repris il y a à peine un mois de toute Complètement. façon. Absolument. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. BMW. Il faut vraiment une bonne raison pour changer de ligne de conduite. Le coup de cœur sur un nouveau design, la magie d'un écran panoramique incurvé, le frisson du plaisir de conduire. Nouvelle curve. Plaisir de conduire. BMW. Votre nouveau 190. Offre 4 pour une BMW i16 M Sport Design. LLD 39 mois 30 000 km. Réservé aux particuliers si accord BMW Finance. Conditions sur bmw.fr. Pensez à covoiturer. Sud Radio Tarbes. 102. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Et on parle du manque d'AESH en ce début d'année scolaire en compagnie de Katia Dayan, fondatrice des Papillons de Jour. Vous vouliez reprendre la parole, Katia Dayan, mais on a dû faire une pause promotionnelle, on va dire ça comme ça. Oui, je voudrais reprendre la parole si vous le permettez en fait, parce que on a des propositions, on peut faire des choses. Déjà lancer des grandes campagnes sur par rapport à l'éducation nationale pour faire en sorte que tous les enfants puissent rentrer à l'école. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir aussi que dans beaucoup d'écoles, les enseignants ne veulent plus d'écoles inclusives. Ils ne veulent plus. Carrément les enseignants, pas seulement les directrices ou directeurs. Ce sont les enseignants qui refusent d'avoir dans leur classe des enfants en situation de handicap. Alors, on va pas leur jeter la pierre, ils sont pas formés, ils sont formés. On va pas rentrer dans ce débat-là, on n'a pas assez de temps. Peut-être, Katia, on peut quand même en 2 mots être juste plus précis mais factuel. Je dis pas que vous l'êtes pas vous, mais non, nous on peut. En effet, il y a en ce moment une remontée de terrain très très forte. Pourquoi ? Parce que on a voulu, les gouvernements ont voulu intégrer un maximum d'élèves en situation de handicap, mais c'est arrivé pratiquement d'un seul coup. En 2-3 ans, on est passé à des centaines de milliers d'élèves. Vous l'avez dit tout à l'heure, les AESH, déjà, on n'en a pas recruté assez. Il en faudrait encore plus. Il faudrait qu'ils passent pratiquement tous à 35 heures de façon à ce qu'ils aient le temps de se former. Mais c'est ce que j'allais dire, Stéphane. Voilà. Et là, vraiment, je vous rejoins. Il faut passer toutes les AESH à 35 heures pour qu'ils aient le temps de faire leurs 60 heures de formation. C'est essentiel. Vraiment. Oui, c'est une question de formation et justement, j'en profite parce que comme on a un jeune, c'est la deuxième partie, mais qui veut être enseignant. Vous en pensez quoi ? Parce que c'est intéressant. On a au moins un témoignage d'un enseignant, d'un futur enseignant sur le plateau. Et il sait ce qu'est la radio parce qu'il a rapproché le micro de lui. À Katia. Non, mais c'est vrai que j'allais dire qu'on a vraiment un gros problème aujourd'hui au niveau des AESH parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a un AESH qui va se partager 4-5 élèves. Les élèves n'ont pas assez d'heures avec les AESH et même aussi, au contraire, par rapport au métier, il n'y a pas assez de formation pour attirer des gens et il n'est pas assez bien payé, bien on va dire, exposé. Et ça, c'est un gros problème parce qu'en tant que prof, on n'est pas... alors maintenant, il y a des formations qui commencent à être dans le master MEF, donc le master pour être prof à l'INSPE, on a des formations sur le handicap, mais c'est vrai qu'on n'est pas encore formé. Et parfois, avec les enfants, on n'a pas les connaissances sur le handicap. Donc parfois, on ne peut pas les aider. Bien sûr. Donc parfois, on n'a pas un dossier médical. Parfois, c'est un peu... Une chose, c'est vous dites, j'ai envie de le faire, d'être formé. Oui. Mais le problème, c'est qu'on en est à ce qu'on demande aux gens s'ils ont envie ou non. Or, je voudrais pas prendre la place de Katia, mais je pense que ce qu'elle veut dire, c'est que il n'y a pas à demander si oui ou non. La nation doit absolument offrir totalement la place à tous les élèves en situation de handicap. Et mettre tous les moyens en place. Et peut-être que là, vous allez lancer une campagne. Là, on va lancer une campagne pour la formation. Katia. Les solutions, c'est déjà former les enseignants. Donc, nous, on fait de la formation vraiment. Et on a des écoles, du coup, qui nous appellent pour former les enseignants, leur expliquer ce que c'est que le handicap à tous les niveaux et les former.
parler, au moins discuter avec eux pour enlever, casser ces tabous, enlever cette peur, et c'est normal. Et puis la deuxième chose, lancer vraiment une grande campagne aujourd'hui et mobiliser le plus de monde possible. Si on m'écoute, il faut vraiment le faire. Nous, on va lancer une campagne aujourd'hui pour sensibiliser la nation, sans prétention aucune, pour faire en sorte que tous les enfants puissent rentrer à l'école. Mais je vais poser une question pas politiquement correcte, parce que c'est tabou en France. Combien gagne un ou une AESH? Pour combien d'heures par semaine? Alors, en 2 mots, parce que je suis pas sûr que Katia ait la grille, mais en 2 mots, c'est plutôt 24 heures, donc c'est 2/3 de même pas un SMIC, donc vous imaginez 1 millier d'euros. Mais est-ce que déjà, pour recruter des gens, il faudrait peut-être pas les payer un peu mieux, parce que 2/3 d'un SMIC, il y a une question d'attractivité, excusez-moi. Bien sûr. Qui bougent, c'est sur des grilles tarifaires qui bougent en fonction des horaires, etc. Donc c'est vrai que les gens ne travaillent pas pour rien aujourd'hui, et c'est normal, le pouvoir d'achat baisse de plus en plus, tout travail mérite salaire, et croyez bien que c'est un travail très méritant. Donc il faut vraiment le revaloriser. Le valoriser. Et celui d'enseignant aussi. Et celui d'enseignant, ô combien. Donc aujourd'hui, il faut arrêter de jeter la pierre comme ça, à droite, à gauche, les enseignants, les ceci, les cela. Non, il faut passer à l'action, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Aurélie. On est bien d'accord. Je pense que la question de la formation et de l'attractivité des métiers est essentielle, et je pense que c'est ce qui manque beaucoup en France, dans beaucoup de métiers d'ailleurs. Si on prend le système de santé, souvent on remarque les aides-soignants, les auxiliaires de vie, et on parlera même pas de la condition des aidants. Voilà, parce que c'est des sujets qui, mais quelque part, ça rejoint cette question Katia, des AESH. Vous voulez lancer une campagne, vous avez peut-être à nous distiller quelques messages. Ça s'appelle comment? Ça commence quand? Alors ça va commencer le 1er. Si vous voulez que tout le monde soutienne les papillons. Alors déjà, du jour. nous on a la semaine du handicap qui est au mois de novembre. On va pas attendre cette année. On est en train de terminer nos campagnes. On va les lancer le 1er novembre. Ça va parler des enfants, ça va parler du handicap, ça va parler du ras-le-bol, ça va parler que on attend trop, c'est trop long. Trop long. Et aujourd'hui, on a les moyens de le faire. On a les moyens technologiques, on a les moyens financiers en France pour le faire, pour avancer. Donc, nos campagnes, elles vous apparaissent. Mais les Jeux Olympiques et donc Paralympiques, ça a servi à quelque chose quand même? Pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. Oui, peut-être, mais là, avec un bel arbre, c'est encore mieux, non? Avec un bel arbre, oui. Mais il y a une question. Si vous le dites. Comment ça se passe pour recruter les AESH? C'est dans les écoles primaires, voire les écoles maternelles, les collèges, les lycées, c'est pour tous les échelons des études ou pas? Bien sûr. Parce que les auditeurs le savent pas automatiquement. Il y a même des assistants au niveau universitaire, faut le savoir quand même. Ça, c'est un des grands progrès. Il fut un temps où pas une seule personne en situation de handicap ne faisait d'études supérieures. Désormais, il y a à peu près 10% des étudiants qui sont plutôt en situation de handicap, avec des autres étudiants qui prennent les notes pour eux. Et tout ça, c'est un budget particulier. D'accord. Oui. Et cette question, quand on les recrute, parce qu'en France, désolé, c'est pas un peu le millefeuille, mais le 10 millefeuille administratif. C'est pas Aurélie Gros qui est maire d'une ville qui va me dire le contraire. C'est les écoles primaires et maternelles, c'est géré par les communes. Les collèges, c'est géré par les départements. Les lycées, c'est géré par les régions. Les universités, c'est géré par le ministère de l'Enseignement supérieur. Qui est-ce qui recrute? Elles sont autonomes maintenant. Elles sont autonomes, oui. Alors, il y a des autonomies qui se font, comme dit Stéphane, effectivement. Mais c'est encore trop long au niveau administratif. Parce que, justement, tout est sectorisé, tout est cloisonné, tout est dans des cases. Et donc, après, les transmissions se font pas automatiquement. Et donc, les accords ne sont pas pris automatiquement, à part les écoles qui reçoivent les budgets. Une fois qu'elles ont les budgets, après, il faut faire bouger les choses. Alors, chère Katia, d'ailleurs, nous, avec Aurélie Gros, on vous a trouvé quelque chose. Vous parliez de nation, vous savez qu'il y avait une fois la formule la nation apprenante, et nous, on vous propose la nation apprenante et inclusive. Voilà. Merci. Article 1er de la Constitution. C'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup. Je pense que effectivement de modifier l'article 1 de la Constitution, qui est une des mesures portées par le G500, tout à fait, serait une grande avancée dans nos politiques publiques en général. Nous, le G500, on porte beaucoup de choses, puisqu'on est les fondateurs du G500, et nous sommes sur le terrain, nous les citoyens. C'est pour ça qu'à Lille, c'est très important de nous rejoindre. C'est pour ça qu'il faut venir. Et on est sur le terrain. Donc on sait ce qui se passe. On retrousse nos manches et on y va à fond. Donc écoutez-nous, rejoignez-nous et essayons de faire bouger les choses. Et si vous avez des questions, nous les papillons de jour, on peut vous répondre parce qu'on est vraiment acteurs dans le handicap en France et dans donc surveillez tous les réseaux sociaux des papillons de jour. Donc grande agence de communication, donc 80%
Oui, très engagé, c'est important. De ces personnels qui est en situation de handicap. Franchement, il faut toujours tirer son chapeau à la chef d'entreprise que vous êtes. Et pour contacter les papillons de jour, le site web ? C'est www.lespapillonsdejour.fr. En un seul mot. Voyons, oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est bien de le rappeler, mon cher Stéphane. Parce que parfois, c'est les-du-6 papillons. Non, c'est les papillons de jour. C'est pour ça que ça fait pas de mal en le rappelant. Les papillons de jour que vous pouvez contacter, même la nuit, évidemment. Oui, alors, on a une ligne, on répond tout le temps. On est là pour ça. Pour aider, pour répondre aux questions. Oui, Stéphane. J'aurais même pu dire, pour faire une transition, bien sûr, mon cher Watson. Élémentaire, mon cher Watson. Trouver des solutions. Alors là, là, tu lui as piqué, Philippe David. Il est super vexé. Là. J'ai failli rire comme une baleine. Le jeu de mots est très mauvais, oui, parce que super. Dans quelques instants, on va parler de l'association Sea Shepherd France avec Paul Watson, qui est en prison et qui risque d'être extradé vers le Japon parce qu'il a défendu les baleines. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix qui font bouger la France. Les vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Et tout de suite, un coup de gueule, Aurélie. Oui, c'est un coup de gueule, mais c'est aussi un appel aux auditeurs. On a la chance d'avoir Lamia Msenlali qui est avec nous au téléphone de très 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 loin, du Groenland. Merci Lamia d'être avec nous. On vous avait reçu il y a quelques temps pour parler de la situation notamment de Paul Watson qui a évolué, mais il faut encore agir et se battre. Bonsoir Lamia. Bonsoir. Oui, alors elle a évolué, en même temps elle est bloquée puisque voilà, on a une audience prochainement après-demain, toujours au tribunal de Nuuk au Groenland. On s'attend malheureusement pas à grand-chose puisque jusqu'à présent, le juge groenlandais a refusé d'examiner les preuves qui permettraient d'innocenter Paul Watson. On s'attend à ce que ce soit un bis repetita de la même farce, très clairement. On pense en fait que ça va se jouer plutôt au niveau de la Cour suprême du Danemark. Mais pour ça, il faut que le ministre de la Justice danois prenne enfin une décision, qu'elle soit positive ou négative, mais qu'il prenne une décision et qu'on puisse avancer. Parce que là, Paul Watson est en détention de manière renouvelée, 28 jours à chaque fois. Sans en voir le bout. Mais quels sont les motifs de son incarcération ? Parce que le Danemark, c'est un pays démocratique, il embastille pas les gens pour tout et n'importe quoi. Alors, il a été arrêté sur la base d'un mandat d'arrêt du Japon, qui remonte à des faits qui se sont passés en 2010 dans le sanctuaire baleinier antarctique, puisque Paul Watson a mené près de 15 ans de campagne contre la chasse baleinière illégale, je précise, du Japon dans le sanctuaire baleinier antarctique. Les chefs d'accusation sont blessures et destruction de propriété. Alors, c'est pas des choses que Paul aurait fait lui-même, c'est des membres d'équipage qui a le bombe puante pour le pont des baleines impropre, une substance qui est complètement inoffensive, donc il est absolument impossible qu'elle ait blessé qui que ce soit. Par contre, nous, on a des images des baleiniers japonais qui sont en train de tirer sur nous avec du gaz poivré, qui font en vent contraire et qui se prennent en pleine figure. Donc en fait, c'est surtout avec ça qu'ils ont dû causer les irritations dont ils disent que le Borrance est responsable. Bon, en fait, quand on analyse le dossier, on voit bien que toutes les preuves sont complètement fabriquées, qu'on est dans une traque qui est politique, que le Japon souhaite se venger du fait que Paul Watson les a humiliés, notamment parce qu'il y a une série télé qui a été diffusée dans des millions de foyers, donc Well Wars, c'était Justicier des mers en France, vous nous en aviez parlé, qui montrait les actions des Japonais dans le sanctuaire baleinier antarctique. Donc là, ce qui est problématique, c'est que le Danemark, en fait, s'est allié au Japon pour faire tomber, ou tenter de faire tomber, leur ennemi commun. Pourquoi leur ennemi commun ? Parce que depuis des décennies, Paul Watson et Sea Shepherd s'opposent au massacre des dauphins globicéphales aux îles Féroé, sous protectorat danois. Il faut savoir que le Danemark mobilise ses frégates militaires pour nous empêcher de sauver des dauphins aux îles Féroé. Donc Paul, c'est un gros caillou dans la chaussure du Danemark. Donc on a d'un côté les chasseurs de dauphins et les chasseurs de baleines qui se sont alliés pour avoir la tête de leur ennemi commun. Et donc aujourd'hui, comment on peut vous aider ? Peut-être en signant la pétition, parce que je sais qu'il y a une grande mobilisation dans le monde entier autour de cette pétition de la libération de Paul Watson et pour éviter surtout son extradition au Japon.
Oui, alors oui, c'est fondamental d'éviter son extradition au Japon parce qu'il faut bien comprendre que ça équivaut à un arrêt de mort pour Paul Watson. Très clairement, le système carcéral japonais a été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme et on sait que Paul n'en ressortira pas vivant. Aujourd'hui, pour aider, il faut continuer à passer le mot parce que la seule chose qui peut sauver Paul Watson aujourd'hui, c'est la mobilisation de l'opinion publique et des médias. C'est la mobilisation aussi des politiques. Donc, c'est ce qui est en train de se faire. C'est pas encore suffisant, mais heureusement que c'est là parce que je pense que sinon il serait déjà dans une prison au Japon. Et ce qu'on aimerait voir aussi, c'est pourquoi pas que le président Emmanuel Macron lui accorde la nationalité française parce que pour le coup, ça permettrait de le protéger une bonne fois pour toutes. Enfin, l'immigration serait une chance. Non, mais je plaisante. Non, pour le coup. Et où est-ce qu'on signe cette pétition quand elle est choisie est une chance. Lamia Où est-ce qu'on signe la pétition? Elle est problématique. Sur le site internet de Sea Shepherd France. Sur le site internet de Sea Shepherd France, il y a la pétition qui s'adresse à la première ministre du Danemark et sur mesopinions.com, c'est la pétition qui s'adresse à Emmanuel Macron. Eh ben alors signons tous. Merci beaucoup, Lamia et Seblali. Tout notre soutien à Paul Watson, parce que là, c'est vraiment complètement hallucinant, soit dit en passant, même si ça n'engage que moi. Allez, tout de suite, notre seconde partie. Et on en parle avec vous, Stéphane Pellet. Tiens, Unicité et le service civique. Et oui, ce soir, la nation orange est rassemblée là face à nous. Vous l'avez dit, c'est un peu côté supporter des Pays-Bas. Donc avec leur très très beau sweatshirt Unicité, et donc avec aussi la responsable de cette grosse association, parce qu'on peut le dire, c'est un opérateur public pour ainsi dire, qui finalement, en tous les cas parapublic, vous êtes là aussi sur l'action en tous les cas d'intérêt général. Je préciserai les choses. Allez-y, vous allez le faire dans quelques secondes. Donc vous êtes là donc pour présenter le service civique, même si on le connaît déjà depuis longtemps, pour relancer cette campagne de telle façon à ce que les jeunes pensent à cette forme-là d'engagement citoyen. Et donc, vous allez peut-être nous raconter, en quelques mots, comment est née Unicité et puis comment a grandi Unicité. Pour ma part, j'en ai souvent entendu parler dans les endroits où j'ai travaillé. Je n'en doute pas, merci beaucoup. Alors, en effet, je suis directrice générale depuis peu de cette association. Elle a été créée il y a bientôt 30 ans. On va fêter notre 30e. Du Cannes. Qu'on part. Elles avaient construit dans lequel elles faisaient leurs études dans une grande école de commerce, était une forme d'îlot bourgeois, entre guillemets, au milieu de quartiers populaires et que, du coup, il y avait deux jeunesses qui ne se côtoyaient pas. Et impressionnées par des missions qu'elles avaient vues aux États-Unis et des camps qui mélangeaient des jeunes d'horizons et de cultures différentes sur des projets d'intérêt général, ils se sont dit, toutes les trois, c'est de ça dont nous avons besoin dans notre pays. Il faut que nous soyons capables de proposer à la jeunesse de notre pays des actions qui aient un but d'intérêt général dans la diversité, c'est-à-dire permettre à des jeunes de tous horizons de se rencontrer qui ne se rencontreraient pas dans d'autres conditions et ainsi de faire citoyenneté ensemble. Et aujourd'hui, Unicité, c'est donc une association qui est certes à l'origine de la création du service civique, mais qui n'est pas parapublic. On a des financements qui sont grosso modo pour moitié public, pour moitié privé. Et ces financements sont issus et visent à financer des grands programmes. Donc je vous parlerai de ces programmes. Aujourd'hui, le service civique, qu'est-ce que c'est ? Puisqu'il faut quand même le rappeler aux personnes qui nous écoutent. C'est une proposition pour des jeunes de 16 à 25 ans, quel que soit le moment où ils ont choisi d'arrêter l'école. C'est complètement ouvert à des mineurs de 16 à 18 ans, scolarisés ou déscolarisés. C'est ouvert à jusqu'à des jeunes qui ont un bac plus 5. Enfin, sans limite d'ailleurs, s'ils ont même plus, du moment qu'ils n'ont pas plus de 25 ans ou s'ils sont en situation de handicap, ça peut aller jusqu'à 30 ans. Une mission de service civique, c'est 6 à 12 mois. À Unicité, ce qu'on propose, c'est des missions qui durent plutôt 8 mois en moyenne. Je reviendrai sur nos spécificités. Pour le service civique en général, donc c'est 6 à 12 mois. C'est des contrats de 24 à 35 heures. Et ça permet de toucher une indemnité de 610 € par mois. À Unicité, notre particularité, c'est précisément que ces missions de service civique sont toujours en collectif
et où on s'efforce justement de mélanger des jeunes issus des quartiers populaires, des jeunes issus de milieux ruraux, des jeunes issus de quartiers moins populaires, des jeunes qui ont arrêté leurs études tôt et des jeunes qui ont poursuivi leurs études tard, de façon à ce que cette jeunesse se rencontre et fasse citoyenneté ensemble. Et c'est des grands programmes sur lesquels ces jeunes sont engagés. Donc on a des grands programmes et le gouvernement a lancé les ambassadeurs de la transition écologique au printemps. On a des grands programmes au service de l'autonomie, des personnes âgées, des personnes avec handicap. Pour qu'on puisse vous poser quelques questions. Oui. Vous êtes en tous les cas focalisé sur l'intérêt général. Comment on répand en ce moment l'idée auprès de la jeunesse, même dans cette tranche d'âge-là, de l'intérêt général ? Tout simplement en étant en situation soi-même de participer à une mission d'intérêt général. Peut-être que on peut donner la parole à nos ambassadeurs. Je vous en prie. Justement, parce que Loan a réalisé son service civique l'année dernière, c'est ça ? Ah bah tiens, si Loan peut nous le raconter. Un beau témoignage. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce service civique ? Et bah, tout d'abord, moi je me suis engagée l'année dernière, donc à 19 ans, en service civique, dans une mission à Caen sur la sensibilisation aux droits humains. Déjà par le passé, j'ai toujours été très sensible aux injustices et ça n'a pas vraiment été écoutée quand j'étais plus jeune. J'ai quand même tenté les études. J'ai commencé un BTS événementiel communication en alternance. L'alternance ne s'est absolument pas bien passée. De plus, je perdais de vue du coup mes combats qui sont le centre de ma vie. Donc, du coup, j'ai cherché un petit peu ce que je pouvais faire et je suis tombée sur la mission concernant les droits humains. Je me suis plus posé de questions. C'était exactement ça que je voulais faire. Donc voilà, peut-être Erwan. On va peut-être juste vous retrouver dans quelques si vous instants. permettez, parce qu'il faut bien vivre. Vous êtes bien dans les vraies voies citoyennes. Ça, c'est du teasing. Vous avez eu la première partie du service civique avec Loan. Vous allez avoir la suite avec Erwan dans quelques instants. Allez, on se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Moi, je regarde les matchs, mais je coupe le son de la télé et je mets Sud Radio. Les meilleurs commentateurs, c'est Sud Radio, il n'y a rien à dire. Sud Radio, la radio du rugby. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Bien sûr, il est facile de dire que la jeunesse d'un pays, c'est son avenir, c'est son capital, mais j'ai parfaitement conscience que les jeunes d'aujourd'hui sont confrontés au défi d'un monde en crise, une crise dont la jeunesse n'est pas responsable, qu'elle subit. Il nous faut, à nous, adultes responsables, leur tendre la main et trouver, ce qui est très difficile, les moyens d'une politique de la jeunesse qui ne soit pas de l'assistanat, mais qui permette à chaque jeune de se construire un avenir, de façon autonome, et si vous me le permettez, libre. Vous avez reconnu la voix de Nicolas Sarkozy, président de la République. Non, je l'avais pas du tout reconnu, mais en tous les cas, ça vous fait une transition toute trouvée. Erwan, mais bien sûr, on a entendu juste avant Loan, et puis nous avons entendu Nathalie Hannet, la directrice générale donc de cette grande association Unicité. On les reçoit ce soir. Et donc, Erwan, vous vouliez aussi vous nous raconter, mais d'une certaine manière en écho aux propos du président Sarkozy, ce que vous faites là-dedans. Quel est votre engagement finalement ? D'ailleurs, bonsoir tout le monde. J'ai pas eu le temps de dire bonsoir. Mais le cœur y était. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Erwan, j'ai 24 ans. Avant de faire un service civique, donc l'année dernière, j'ai fait mon master d'histoire pour être prof. C'est pour ça que j'ai pu réagir avec vous. Et j'ai aussi une auto-entreprise de magie. Petite anecdote là-dessus. D'accord. On va pas disparaître, j'espère. Encore. Peut-être après. L'année dernière, en fait, pourquoi ? Vous allez me dire pourquoi, après mes études, j'ai fait un service civique. Tout simplement parce qu'au collège, on m'en a parlé. C'est une des rares choses. Ah oui, donc c'est il y a quelques temps, quand vous avez 24 ans. C'est vrai. Mais c'est rare parce qu'à l'école, c'est quelque chose qu'on parle pas souvent, le service civique. Et j'ai eu la chance d'avoir un prof qui m'en a parlé. Et petit à petit, ça s'est concrétisé. Je voulais faire quelque chose de concret parce que le service civique, c'est vraiment quelque chose de concret. C'est pas juste des blablas. C'est une action dans une mission qui nous tient à cœur ou une mission qu'on a envie de découvrir. Allez, laquelle vous avez faite ? Et ben moi, c'était ambassadeur du sport. Ah oui, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, donc c'est un programme local, donc c'est ce que j'ai fait en Seine-et-Marne, à Melun, ceux qui connaissent. Oui. On avait 3 missions, des missions sensibilisation, donc à tout public, ça c'était très intéressant. Donc on parlait du pair à pair,
pareil, des personnes un peu plus âgées. Et devant le micro. Oui, voilà. Devant le micro, c'est mieux, si on m'entend. D'où mon geste. Des personnes un peu plus âgées, des jeunes, des maternelles aussi. Donc on avait des sensibilisations sur différents sujets, donc qui touchent, qui sont liés au sport, donc l'égalité femmes-hommes dans le sport. On avait aussi tout ce qui est le parasport, donc le handisport et le sport adapté, notamment en écho avec les JO. Et on avait plein de missions différentes par rapport à nos thématiques qu'on aimait. Donc par exemple sport et histoire, j'adore l'histoire, sport et culture, le respect dans le sport, etc. etc. Et donc pendant 6 mois 8 mois. 8 mois. Et Nathalie Hannet, donc ça nous donne envie, ça donne envie à tous les jeunes de rentrer dans ces services, mais je vous la repose sous une autre forme, cette fameuse, ce fameux impact du service civique. Comment on motive tous les jeunes pour y être, alors que la première motivation, c'est pas l'argent quand même, bien entendu, puisque c'est une indemnité, etc. Comment on fait dans ce monde, disons, un peu dur, faut le dire? Alors très concrètement, on communique pour se faire connaître, bien entendu, et on donne envie de se sentir utile et de s'engager sur ces chantiers. On parlait à l'instant off, les missions auprès des personnes âgées, c'est pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Donc on va au domicile, les jeunes en binôme se rendent au domicile de personnes âgées isolées et leur propose une demi-journée par semaine des activités. 75% des seniors qui ont été concernés par ces missions ont retrouvé du dynamisme et de l'optimisme, ne serait-ce que par ce contact hebdomadaire, une demi-journée par semaine, par ce binôme de jeunes en service civique. Pour les jeunes, c'est extrêmement gratifiant. Vous m'avez parlé de citoyenneté. On a 91% des jeunes qui sortent du service civique et qui sont conscients de l'importance d'aller voter. Dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est quand même extrêmement très beau important. résultat. Est-ce qu'il y a un allez-y. Non, je vous en prie. C'est votre question, non, c'est votre question, j'insiste. Y a-t-il un profil type du jeune qui fait le service civique ? Ah absolument, il y a des jeunes qui sont mineurs, des jeunes qui sont majeurs, des jeunes qui n'ont pas étudié, des jeunes qui ont étudié, des jeunes issus de l'immigration, des jeunes issus des milieux populaires. Donc il n'y a pas de profil type, il y a tout le monde. Non, c'est pour tous les jeunes. Notre ambition, c'est que ce service civique soit généralisé et qu'il puisse être proposé à l'ensemble des Français, quel que soit le moment qu'ils choisissent, entre 16 et 25 ans. Aurélie Roy, qui je rends la parole. Ce service civique a été créé en France nationalement le 10 mars 2010, où vous avez 30 ans, donc vous êtes un peu les initiateurs de ce service civique. Ça a été inventé avant que l'État ne le rende, on va dire, public. Absolument. Voilà. Vous pensez pas que l'État devrait aller encore plus loin, le gouvernement devrait aller encore plus loin avec un service civique obligatoire, un service national citoyen, par exemple? Absolument. Notre proposition, c'est de généraliser ce service civique, service d'en faire passage qu'on serait posé à tout. Le service civique, c'est 150 000 jeunes. Il faut en viser 700 000. C'est-à-dire une classe d'âge. C'est à peu près le nombre de naissances par année. Avec comme intention, c'est ça. Avec comme intention de permettre, encore une fois, à des jeunes issus de milieux totalement différents de s'unir sur des projets, des missions d'intérêt général. On en a eu un exemple là. On a également un programme dans le milieu culturel et dans le cinéma. De permettre à ces jeunes de se rencontrer en poursuivant des objectifs communs. Et c'est en faisant en commun des choses d'intérêt général qu'ils trouvent une place dans la société, parce qu'ils se rendent utiles à quelques-uns ou de nombreuses personnes dans cette société, et qu'ils découvrent que, bien qu'ayant des repères culturels, familiaux, sociologiques différents, ils sont capables de se retrouver sur des objets communs et de faire citoyenneté ensemble. Et vous voyez, c'est une des propositions du G500 de l'année dernière, une des résolutions de créer ce service, en tout cas citoyen. Donc, Unicité ne faisait pas partie encore du G500, donc on va pouvoir presque nous rejoindre. Exactement. Bon, alors comment on peut inviter tous ces jeunes qui en ont encore plus à venir, vous qui avez participé, qu'est-ce que vous leur diriez pour que ils s'engagent et qu'ils participent au service civique avec unicité? Déjà, commencer par démentir une idée commune qui serait que le service civique, c'est perdre une année. Je pense qu'on est tous les deux d'accord sur le fait qu'on n'a pas perdu une année, mais au contraire, on en a gagné plusieurs grâce à l'accompagnement dont on bénéficiait, la confiance en nous qu'on a réussi à acquérir et beaucoup d'autres choses.
Donc on va trouver beaucoup de missions possibles de service civique. 16-25 ans, on rappelle. Et il faudrait nous donner un numéro de téléphone, il faudrait nous donner un site internet. Alors sur Unicité, en un mot, unicité.fr. D'accord. Notre site. Donc. Non, il n'y a pas d'accent. Alors, enfin, on s'y retrouve quand même. Oui. Et vous pouvez plus largement aller sur l'agence du service civique, service-civique.gouv.fr. Donc information pour tout le monde, les jeunes, mais aussi les parents, pour inciter quand même tout le monde y aller, parce qu'en effet c'est une année extraordinaire qui apporte toute sa vie ensuite des fruits. Et puis il me semble qu'autour de la table on aura un futur ambassadeur, mais du rugby. Absolument, merci à tous, merci Aurélie Gros, Stéphane Pellet, merci Katia Dayan, merci Nathalie Hanel, Lohan Rom et Erwan Mosso. Bonsoir François Trio. Alors maintenant c'est Stéphane qui fait les lancements. Non mais il a raison. Bonsoir François. J'ai dit Stéphane Trio. Non, j'ai eu peur. Non mais il l'a très bien fait, rien à redire. C'est le travail d'équipe. Voilà. Travail d'équipe. Tout va bien, on est prêt. Vous savez, les vraies voix du rugby, c'est tous les lundis à 20h. Absolument, jusqu'à 21h. Vous c'est le foot, mais moi c'est le rugby. Chacun sa crèmerie, comme on dit. Moi sera demain soir. Voilà. Eh bien nous, l'actualité. Bon, normalement, on revient sur l'actualité du week-end, mais là on revient sur l'actualité du jour parce qu'il y a un entraîneur qui a été remercié, c'est celui du Stade Français, Karim Ghezal, donc on va en parler bien sûr. Puis on va revenir aussi sur l'exploit de l'UBB qui est allé s'imposer hier à Toulouse. Oui. Un de ses entraîneurs sera avec nous en direct, bien sûr. 2 ans et demi de Toulouse. 33 matchs. 33 matchs, 2 ans et demi sans défaite à la maison. Voilà, c'est pour ça qu'on va en parler ce soir. Oh, Toulouse. Ouais, voilà. Mais attention parce que l'UBB c'est le club de cœur. Oui, mais on est toujours neutre, on est objectif. Ce qu'on aime, c'est le beau jeu. C'est le rugby. Ben justement, c'est tout de suite dans les vraies voix du rugby. On se retrouve nous demain 17h avec Cécile de Ménibus dans les vraies voix. Mais en attendant, Sud Radio à votre service. À demain et restez bien avec les vraies voix du rugby. Merci Philippe.